Ils ont applaudi quand mon père a plaisanté en disant que je n'avais ni mari, ni enfant, ni diplôme. Mais ils n'ont pas applaudi quand j'ai payé le vignoble. N'ont pas levé leur verre quand j'ai viré les fonds pour le traiteur. Ni pour le groupe, ni pour la robe devant laquelle tout le monde a halté quand Tessa est descendue l'allée. Et pourtant, ils étaient là, riant comme si j'étais la blague, pas celle qui avait signé pour le vin. Je m'appelle Laurel Knox. J'ai 34 ans. Je possède une entreprise de logistique que j'ai bâtie à partir de rien. Et depuis 10 ans, je suis aussi autre chose, la comptable émotionnelle de la famille. Fiable, responsable, remplaçable. Tout a commencé petit, quelques billets pour Brandon, mon petit frère, pour de l'essence. Quelques dollars pour une voiture en panne. Puis l'opération de papa, les implants dentaires de maman. Les frais de scolarité, le loyer, puis juste un petit extra pour nous dépanner. Et moi? J'ai dit oui encore et encore, parce que c'est ce que font les bonnes filles, non? On dit oui, on s'adapte, on est fier de notre indépendance. Jusqu'à ce qu'elle devienne l'excuse de la dépendance des autres. Je pensais que si je continuais à être présente, il finirait par me voir. Pas seulement le solde de mon compte, mais moi. Mais la vérité, c'est que j'ai cessé d'être Laurel au moment où j'ai commencé à dire oui avec mon portefeuille. Ils n'ont pas remarqué que j'avais renoncé à l'université pour lancer mon entreprise. Ils ne sont pas venus à l'inauguration de mes bureaux. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je voulais, seulement ce que je pouvais donner. Le pire, c'est qu'au début, ça ne me dérangeait pas vraiment. C'était agréable d'être utile, de rendre la vie plus facile aux gens à qui je croyais appartenir. Jusqu'au jour où j'ai compris que plus je donnais, plus je devenais invisible. Et quand le mariage est arrivé, je n'étais plus la fille, plus la sœur. J'étais juste la sponsor. Tout a commencé par un coup de téléphone. Juste le lieu, avait dit maman. Ils ont trouvé un vignoble dans le nord, magnifique. Et honnêtement, Laurel, ce serait tellement important si tu pouvais aider. J'ai dit, oui. Puis il y a eu le forfait du photographe, pas inclus. La fleuriste avait un minimum. Le groupe voulait une avance. Et la robe de Tessa? Elle avait trouvé, la bonne, mais elle dépassait le budget. Et le costume de Brandon? Il mérite d'avoir l'air élégant, a ajouté maman. Chaque demande venait avec cette culpabilité douce. Pas de colère, pas de supplication, juste cette pose maîtrisée. Ce non dit, tu peux, donc tu dois. Et je pouvais, alors je l'ai fait. À la 3e semaine, j'étais trop engagée pour faire marche arrière. Les organisateurs avaient mon numéro, pas le leur. Je coordonnais les livraisons entre 2 contrats pendant mes réunions téléphoniques. J'étais demoiselle d'honneur sans la robe, garçon d'honneur sans le discours. Et je continuais de me dire que c'était normal, c'était leur grand jour. Mais même ça a fini par sonner faux. De qui était-ce vraiment le jour? Quand la liste des invités dépassait 200 personnes et que les cocktails signatures avaient été choisis sans me consulter? Je me suis surprise à faire des calculs pendant le dîner. 12,50 $ la coupe de champagne, 275 $ la chaise. Quand ils ont choisi le quatuor à cordes, j'avais arrêté de demander combien ça coûtait. Parce que personne ne me demandait si moi, j'allais bien. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était de ne pas être mentionné ni dans les mailles de préparation, ni dans le programme, ni dans les cartes de remerciement que Brandon et Tessa avaient envoyées à l'avance. Ils ont remercié Dieu, ils se sont remerciés mutuellement. Ils ont remercié ceux qui ont rendu cette journée possible. Je suppose que j'étais autre chose. Mais à ce moment-là, j'avais déjà payé pour le coucher de soleil. La cérémonie a commencé à 17h. Les invités sont arrivés en lin et dentelle, riant sous les guirlandes lumineuses suspendues entre les chênes. Le vignoble brillait, littéralement. Chaque chaise avait une bougie vacillante sous un dôme en verre. Une harpiste jouait un air délicat près de la fontaine. Je me trouvais près de la tente du traiteur, répondant à un appel de l'entreprise de location au sujet de nappes manquantes. Quand je suis enfin allée m'asseoir, mon carton était tout au fond, table 12. À côté de l'assistante du photographe et d'une cousine éloignée. Qui ne cessait de me demander ce que je faisais dans la vie. Comme si je n'avais pas financé toute la soirée pendant qu'elle sirotait son rosé. J'ai jeté un œil au programme imprimé. Brandon et Tessa, un amour à célébrer. À l'intérieur, déroulé de la cérémonie, paroles de chansons, un verset de la Bible, Corinthiens. Et sur la dernière page. Avec gratitude envers tous ceux qui ont rendu cela possible. Maman et papa, oncle Ray pour les lumières.
La meilleure amie de Tessa pour les numéros de table fait main. Mon nom n'y figurait pas. Pas une seule fois. Je n'ai jamais demandé les projecteurs, jamais. Mais ne pas être vue du tout. Ça fait mal autrement. Quand j'ai croisé le regard de Tessa de l'autre côté du jardin, elle m'a souri comme si tout était parfait. Peut-être que pour elle, ça l'était. Le quatuor à cordes a commencé à jouer Can't Help Falling in Love. Brandon se tenait sous l'arche avec notre père, tous deux dans des costumes sur mesure, que j'avais payés. Il avait l'air calme, sûr de lui, intact, comme si tout le chaos que j'avais géré en coulisses n'avait jamais existé. Je me suis assise, j'ai versé un verre de vin de la bouteille que j'avais achetée. Et j'ai attendu un moment, une reconnaissance. Elle n'est jamais venue. Mais autre chose est arrivée. Papa s'est avancé vers le micro, déjà un peu éméché. Il le tenait comme un cigare, a souri à l'assemblée, puis il m'a regardé droit dans les yeux. On a toujours su que Brandon trouverait quelqu'un de spécial, a commencé papa. Micro dans une main, verre de scotch dans l'autre. Il a du charme, il a la gueule, et maintenant, enfin, il a une femme. Les gens ont ri. Brandon a souri. Tessa a baissé la tête, telle une mariée rougissante. Papa a pris une gorgée. Quant à Laurel, il a marqué une pause longue, volontaire. Elle n'est pas mariée, pas d'enfant, pas de diplôme. Il a ricané, se tournant légèrement vers l'assistance, puis vers moi. Mais, au moins, c'est elle qui paie l'addition. Le rire a fusé, pas des rires polis, ni des gloussements gênés. Du vrai rire. Mon frère a ri. Tessa a ri. Maman a mis sa main devant la bouche comme si c'était juste une petite blague sans importance. Moi, je n'ai pas ri. Je n'ai pas bougé. Je suis restée là, immobile comme la lueur des bougies, le verre de vin à la main. Ce n'était même pas de la colère qui m'a envahi en premier. C'était le tranchant froid et ancien de quelque chose de bien plus vieux. Quelque chose que j'avais déjà ressenti, à petite dose. Quand ils avaient oublié mon anniversaire mais célébré celui du chien de Brandon. Quand ils disaient que j'étais trop concentrée, ou trop indépendante. Quand ils disaient, elle va bien, elle n'a besoin de rien. Peut-être pensait-il que ça voulait dire que je ne ressentais rien non plus. Je me suis levée doucement, pas de grincement de chaise, pas de coup de théâtre. J'ai marché vers le micro. Papa a essayé de me le tendre avec le même sourire. Comme si tout cela faisait partie du discours. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé eux, les invités, les guirlandes lumineuses, ma famille, et j'ai dit, d'une voix douce et posée. Il a raison. Silence. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais eu de diplôme. Mais j'ai quelque chose que vous ne semblez pas valoriser. Une colonne vertébrale et une mémoire. Je me suis tournée vers Brandon et Tessa. Vous vous souvenez de ce cadeau de mariage de 96 000 $? Celui qui a rendu tout ça possible? J'ai souri, calme, froide. Oubliez-le. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas fait de pause pour les applaudissements ou les protestations. Ni pour qu'une seule personne se lève avec moi. J'ai simplement rendu le micro au DJ. Je me suis retournée. Et je suis partie. Derrière moi, la musique n'a pas repris. Quelqu'un a halté. Je crois que ma mère a crié mon prénom, pas avec colère. Pas même dans une supplique, juste avec surprise. Comme si elle ne l'avait pas vu venir. Et peut-être que c'était vrai. C'est ça qui m'a le plus choqué. Ils ne pensaient pas avoir fait quelque chose de mal. Pour eux, je remplissais un rôle, la fille serviable. Celle qui a réussi et peut se permettre de se taire. Mais c'était fini. Je ne suis pas rentrée chez moi ce soir-là. Je ne comptais pas le faire 3 jours plus tôt. J'avais réservé une suite dans un petit hôtel du centre-ville. Chambre d'angle, grande fenêtre, silence. J'ai posé mon sac, enlevé mes talons. Et versé un verre d'eau. J'aurais dû me sentir puissante. Mais je me sentais vide. Comme si on m'avait lentement vidé pendant des années. Et que ce soir n'était que la première fois où j'admettais que je n'avais plus rien à donner. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Me suis connecté au compte partagé des dépenses du mariage, celui que j'avais créé au départ. Oui, créé. À mon nom, avec Brandon et Tessa comme utilisateurs autorisés. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été brûlée. Parce que j'ai appris que la générosité sans trace devient une légende. Et parce que, cette fois, je voulais une preuve. La robe à ma charge. L'acompte du lieu à ma charge. Chaque bouquet, chaque serviette personnalisée.
Chaque assiette à rebord doré, c'était moi. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne n'avait pensé à demander, c'est que je n'avais pas seulement financé ce compte. Je le contrôlais. Chaque paiement, chaque virement, chaque solde final nécessitait mon approbation. Et je n'avais pas encore validé le dernier lot. J'ai survolé le tableau de bord, cliqué sur « Suspendre tous les paiements sortants ». L'écran a clignoté une fois, puis a confirmé « Toutes les transactions gelées ». S'il me voyait comme un simple échiquier, alors c'était moi qui le refermais. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré à 6h13. « Maman », disait l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Sa voix était rauque, le genre de voix qu'on a quand on a pleuré, ou beaucoup répété. « Où es-tu » Je n'ai pas répondu. « Eh bien, Brandon a dit qu'il s'est passé quelque chose. Il a dit que tu avais fait une scène. » Je regardais par la fenêtre, le soleil filtrant entre les immeubles. « Non », ai-je dit calmement. « Papa a fait une scène. » Moi, j'ai juste répondu. Elle a expiré longuement, avec calcul. « Tu sais comment il est. Il ne pensait pas à mal. C'était juste une blague. Ne m'appelle pas ma chérie. » Un silence. « D'accord, » dit-elle, sa voix changeant, plus prudente maintenant. « Écoute, c'était tendu, mais on peut en parler. Brandon est blessé, Tessa est bouleversée. Tu pourrais juste... Je ne suis plus votre banque. » Silence. Le vrai. J'ai attendu la culpabilisation, la supplique, le ton qui change pour me rappeler à quel point ils ont besoin de moi. Mais rien n'est venu, pas encore. À la place, elle a dit, plus bas. « Tu vas vraiment laisser ton frère tomber le jour de son mariage ?» J'ai souri, pas gentiment. « J'ai déjà payé le champagne, ai-je dit. Ça me semble être un toast approprié. » Et j'ai raccroché. Vers midi, les messages ont commencé à arriver. « Tessa, salut Laurel, on peut parler ?» Je ne savais pas qu'il allait dire ça. Je suis vraiment désolée. Puis Brandon, on a besoin de toi. Celui-là m'a fait rire. Ils n'avaient pas besoin de moi quand ils ont trinqué. Pas besoin de moi quand ils ont choisi la suite de lune de miel à Santorin. Pas besoin de moi quand ils m'ont laissé hors du plan de table. Mais maintenant, apparemment, j'étais à nouveau essentiel. Puis, à 16h17, j'ai reçu l'email. Objet, urgent solde du mariage impayé. La coordinatrice du lieu avait essayé de débiter les frais restants. La carte avait échoué. Elle demandait si j'avais changé de banque. Elle me donnait 48 heures avant d'engager une procédure légale. C'est là que j'ai compris que Brandon n'était pas venu s'excuser. Il était venu gagner du temps. Ils avaient choisi la maison avant le mariage, pas Brandon et Tessa, mes parents. Lors d'un dîner, un mois plus tôt, papa l'avait glissé comme ça dans la conversation. Juste nous trois, du saumon grillé dans des assiettes en carton, dans leur jardin. On pense, a-t-il dit, offrir la maison à Brandon et Tessa. Pour bien les lancer. Je me souviens avoir posé ma fourchette. Pourquoi feriez-vous ça, ai-je demandé, calmement. Maman a ajouté en beurrant un petit pain. Eh bien, Brandon commence sa vie, il a besoin de quelque chose de stable. Tu as toujours dit que tu ne voulais pas de cette maison. C'est là que j'ai réalisé qu'il croyait vraiment qu'elle ne m'appartenait pas. C'est parce que je la possède, ai-je dit lentement. Ils ont tous deux balayé ma remarque d'un geste, comme si je parlais d'impôts. Des détails, a marmonné papa. C'est la famille. Tout ça, c'est la famille. J'aurais dû tout arrêter à ce moment-là, être clair, tracer une ligne à l'encre et non à l'implication. Mais une partie de moi, encore loyale, pensait que ce n'était que des paroles de dîner. Ça ne l'était pas. Pendant que j'organisais le mariage, mes parents avaient commencé les démarches de transfert de propriété dans mon dos. Ils n'ont jamais demandé, jamais mentionné. Juste supposé que je finirais par dire oui, comme toujours. Mais cette fois, je ne faisais pas qu'aider. J'avais des preuves. 3 ans plus tôt, après le problème cardiaque de papa et l'opération de la hanche de maman, ils avaient dit que la maison était trop grande, trop de charges, trop éloignée de l'hôpital. Alors je suis intervenue. J'ai racheté la maison entièrement, les placé dans une fiducie gérée. Et je les ai laissés y vivre sans loyer. À une condition, pas de changement majeur sans mon approbation. J'ai appelé Miranda, mon avocate intelligente, rapide, et allergique aux manipulations familiales passives-agressives. Elle m'a envoyé un document de 2 pages le lendemain matin. Tout y était écrit. Comment tout transfert non autorisé serait nul et potentiellement frauduleux.
Je l'ai transmis à mes parents. Pas de message, juste le PDF. 38 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Tu crois que t'es maligne, a grondé mon père. Non, ai-je répondu. C'est toi qui l'as été hier soir. Il était presque 22 heures quand quelqu'un a frappé, par un martèlement frénétique. Pas un tapotement timide, juste 3 coups égaux. Je regardais un documentaire, une tasse de thé à la main, téléphone en silencieux. J'ai mis sur pause, j'ai attendu. Dans cet immeuble, personne ne frappe à cette heure-là sans raison. 3 nouveaux coups. Je me suis levé lentement, et posé ma tasse, suis allé jusqu'au Judas. Brandon. Sa veste de costume était froissée, probablement celle du mariage. Pas de cravate, cheveux en désordre, les yeux rouges non pas de larmes mais de stress. Et dans sa main, un épais dossier. Je n'ai pas ouvert la porte. Il s'est penché vers elle, la voix basse, rauque. 5 minutes. S'il te plaît. Je n'ai rien dit. J'ai merdé, a-t-il ajouté. Je sais. Je me suis dit que si je gérais la lune de miel ou que je parlais à papa, peut-être que ça se réglerait. Il a laissé échapper un petit rire creux. C'est juste, tout s'écroule. Maman a des vertiges. Tessa est chez ses parents. J'ai essayé de vendre le système audio pour payer le loyer, mais apparemment on ne l'a jamais possédé. Il s'est arrêté, puis plus doucement. Comme quand on était enfant et qu'il avait cassé quelque chose que maman adorait. Je sais que je ne mérite rien de toi. Mais je me suis dit que peut-être tu voudrais voir ça. Il a levé le dossier devant le Judas. C'est tout le détail du mariage, ce qui venait de toi, ce qui ne venait pas, les dépenses pour la salle de sport. Il y a aussi une lettre. Je voulais juste, que tu ne penses pas que je m'en fichais. Je n'ai toujours pas bougé. Il a changé de position. Je t'ai toujours admiré. Je t'admire encore. Je me suis juste habituée à ce que tout le monde fasse comme si ton succès ne comptait pas. Parce qu'il n'y avait pas de bague ni de diplôme. Mais tu as construit quelque chose de vrai, Laurel. Il y eut un silence. S'il te plaît, Lila. Encore un moment. J'ai parlé enfin. Laisse le dossier. Il n'a pas protesté. Il l'a juste glissé sous la porte. Quand je l'ai ouvert plus tard, le couloir était vide. Juste le dossier qui m'attendait, comme un drapeau blanc. Je l'ai ouvert. Il avait, en effet, essayé. Tableau Excel, reçu, annotation surlignée. Post UTS avec des remarques comme « ça, papa l'a exigé ». Ou « je croyais que ça venait de ses parents, ma faute, oublié de la remercier ». Et à la fin, une simple feuille à lignes, pas imprimée, pas théâtrale, juste une lettre. Courte, honnête, et presque humaine. Il a admis sa jalousie, son sentiment de droit. Le fait qu'il avait préféré suivre le mouvement plutôt que de s'opposer. C'était sincère. Mais ensuite, ma boîte mail a sonné, un email du lieu. Objet, escalade non-paiement. Brandon avait essayé d'utiliser l'une des cartes gelées. Il voulait confirmer si je l'avais autorisé. C'est là que j'ai su qu'il n'était pas venu s'excuser. Il était venu pour gagner du temps. J'ai regardé l'email, l'ai laissé là 5 minutes. Puis j'ai ouvert le tableau de bord financier. Paiements automatiques, pharmacie de maman, assurance camion de papa, carte pro de Brandon. Prêt étudiant d'Ava, forfait téléphonique familial. J'ai survolé chaque ligne. Puis une par une, j'ai cliqué sur désactiver. Clic. 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 Pas de drame, pas d'avertissement, juste, terminé. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de silence. Pendant des années, mon téléphone vibrait chaque jour avec des demandes déguisées en nouvelles. Désormais, il est resté silencieux. Personne ne vérifiait si j'allais bien, seulement si j'étais toujours disponible. Et maintenant je ne l'étais plus. Il ne méritait pas une deuxième version de moi. Juste parce que la première avait osé parler. Ce soir-là, j'ai versé une autre tasse de thé. Et j'ai laissé le silence éclore. C'était doux, pas triomphant, juste doux. Mais je savais qu'il ne durerait pas. Parce que quand on arrête de donner, c'est là que les coups à la porte recommencent. 3 jours de silence. Puis le premier message vocal. Maman en larmes, long, dramatique. Tu nous détruis, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas ce que fait une famille. Elle n'a pas dit, je suis désolée. Elle n'a pas dit qu'ils avaient eu tort. Juste que j'étais celle qui détruisait quelque chose. Papa n'a pas appelé. Il a envoyé un SMS.
Tu regretteras ça un jour. Je n'ai pas répondu. Je l'ai imprimé, collé à l'intérieur du dossier que Brandon avait laissé. Juste sous le tableau intitulé « Contribution de Laurel ». C'était approprié, une relique de leur vision de moi. Pas comme un membre de la famille, mais comme une fonction. Les appels ont continué, Ava. Puis les parents de Tessa. Puis un numéro inconnu. Le nouvel avocat de Jason. Une lettre formelle est arrivée à mon bureau. Demande de renégociation des conditions de remboursement. Miranda a répondu en une ligne. Tout règlement exige une reconnaissance complète de responsabilité. Et un retrait public de toutes les affirmations familiales antérieures de contributions financières. Ce qu'on a reçu en retour. Menaces voilées, insultes, accusations. Ils n'étaient pas désolés, ils paniquaient. Quand un navire commence à couler, certains cherchent des canaux. D'autres cherchent un coupable. Et moi? Je n'étais plus à bord. J'avais passé 10 ans à écoper avec le sourire pendant qu'ils faisaient la fête sur le pont supérieur. Et au moment où j'ai posé le seau, ils ont hurlé. Elle nous laisse couler. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas expliqué, j'ai juste tourné le dos. 6 mois ont passé. La salle de sport a fermé. Brandon a vendu sa voiture. Ava est retournée vivre chez ses parents. Maman a pris un emploi à temps partiel dans un magasin de loisirs créatifs. Papa a arrêté d'envoyer des messages. Ils vivent toujours dans la maison, à peine. Mais ce n'est plus la leur à offrir. Et moi? Je voyage. Je lis. Je ris aux éclats devant des films idiots. Parfois, je repense à ce mariage, au quatuor à cordes, à la robe que j'ai payée. Au moment où ils ont ri. Non avec moi, mais de moi. Et je me rappelle que ce rire était vrai. Alors ce silence? Il a le droit d'être vrai aussi.